Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La délicieuse histoire du chocolat. Les cloches ont sonné, annonçant Pâques et donnant le coup d'envoi de la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat. L'œuf pascal, symbole de renaissance et de vie, n'a pas toujours été en chocolat, et pour cause. Le cacao fut dégusté pour la première fois sur le vieux continent en mars 1520 seulement, à la cour d'Espagne. Voici la délicieuse histoire de, selon les termes d'Antelme Brillat-Savarin, cet heureux chocolat qui, après avoir couru le monde à travers le sourire des femmes, trouve la mort dans un baiser savoureux et fondant de leur bouche. L'honneur de la découverte de la friandise aurait pu revenir à Christophe Colomb. Mais trop préoccupé par la recherche d'une voie maritime le menant alors au Guré, le Génois aurait jeté par-dessus bord de la Santa Maria les fèves de cacao que les indigènes de Guadalajara lui avaient offertes à sa descente de bateau, les prenant pour des crottes de chèvre. En 1519, le conquistador Hernán Cortés débarque au Mexique et avance vers Tenochtitlan, la capitale aztèque, futur Mexico. L'empereur Montezuma II, qui a eu vent de l'arrivée d'hommes à la peau blanche et aux cheveux rouges, je rappelle que Cortés était roux, s'inquiète et envoie des émissaires pour accueillir et mener les troupes de l'Espagnol jusqu'à lui. Une comète est fraîchement apparue dans le ciel et les superstitions vont bon train. Des inconnus venus par la mer avec des monstres tout droit sortis de l'enfer, leurs chevaux. Serait-ce le retour promis du dieu Quetzalcoatl ? Le serment du serpent à plumes se réaliserait-il enfin ? Le cycle du 5e soleil arriverait-il donc à son terme ? La prophétie serait-elle en train de s'accomplir ? Serait-ce donc les prémices de la fin du monde ? Montezuma reçoit les visiteurs comme des dieux. Traitement divin pour des hôtes divins. Ainsi, Cortés se voit offrir du chocoratl, un breuvage rafraîchissant servi dans une coupe en or. Pour les Aztèques, cette préparation liquide, issue du fruit d'un arbre somptueux, que Quetzalcoatl a dérobé au fils du soleil pour le remettre aux hommes avant de disparaître sur son radeau, est le nectar des dieux, une sorte d'ambroisie locale. Réservées à une élite exclusivement masculine, en raison de leur caractère enivrant, les fèves de cacao servent de monnaie d'échange chez les seigneurs aztèques. Le malentendu porte à conséquence. Mort de la civilisation aztèque, découverte du cacao, prise du Mexique par Cortés qui ne baisse pas les bras dans sa conquête. Heureusement, car pas de bras, pas de chocolat. Mauvaise référence, car la destruction d'une civilisation est toujours d'une tristesse infinie. À défaut d'or jaune, le conquérant va présager l'avenir corsé et prometteur de cet or brun. Il fait donc envoyer à son souverain, le puissant Charles Quint, des cabosses de cacaoyer avec des instructions précises pour réaliser le délectable filtre fortifiant et aphrodisiaque. Il convient d'extraire des cacahuatis les fèves qu'il contient, les griller, les broyer sur des pierres brûlantes, chauffer la pâte obtenue avec de l'eau et l'agrémenter d'épices. Une pincée de poivre, une once de cannelle, une gousse de vanille et une pointe d'anis. Il n'omet pas de préciser au roi des Espagnes, de Naples et de Sicile, empereur du Saint-Empire romain germanique, les vertus de cette boisson étonnante. Je cite : « Nous avons découvert un nouveau remède. Il suffit d'en boire une coupe pour être tout ragaillardi et se sentir capable de fournir un effort toute une journée sans même manger. » Fait que Goethe confirmera. La potion magique d'Obélix, pourrait-on croire. Charles Quint est d'abord séduit par ce nom de cacao, qui sonne pour le mieux dans le contexte de renouveau artistique qu'il compte mener, en cette renaissance naissante. Dans son immense empire,
où le soleil ne se couchait jamais. Ensuite, le souverain fait l'expérience des effets stimulants que le breuvage exotique opère sur lui-même et ses courtisans. Pourtant, gourmet et gourmand, il lui reproche son amertume. Voulant affirmer son affection pour l'Église et sa suprématie, notamment sur François Ier, son rival français, Charles Quint confie aux différentes congrégations religieuses le soin d'élaborer la meilleure recette possible. L'empereur et sa cour font délice d'un chocolat chaud agrémenté de miel et d'épices nouvelles, servis dans des gobelets finement taillés. Hommes et femmes aristocrates, membres du haut clergé, nul ne résiste à la tentation de cette boisson exquise venue des lointaines et mystérieuses Indes, dont l'Espagne garde longtemps et jalousement le monopole et le secret. La précieuse fève va s'exporter progressivement dans le reste des cours européennes, s'invitant de palais en palais pour le plaisir des nobles palais. Les Pays-Bas, terres espagnoles, l'accueillent d'abord, puis l'Italie, grâce au duc Emmanuel Philibert de Savoie en 1559. En France, c'est Anne d'Autriche, infante d'Espagne et femme de Louis XIII, qui va l'introduire en 1615. Et cela, nous le devons aux Juifs ayant fui l'Inquisition espagnole ou portugaise. Devenus chefs chocolatiers et ambassadeurs de cette révolution des goûts, ils ont fait de Bayonne leur fief et la capitale du chocolat. L'engouement de la cour pour cette boisson aux vertus multiples continue avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. À la cour de Louis XIV, on murmure « Le roi et le chocolat sont les deux seules passions de la reine ». À Versailles, la mode est au chocolat. On en sert tous les lundis, mercredis et jeudis. Et chacun s'équipe de chocolatières. Outre son goût délectable, les pharmaciens décrivent les bienfaits du nectar. Il fortifie la rate et les autres fonctions digestives, est efficace contre la toux et le rhume, stimule la fécondité, lutte contre l'état dépressif, renforce les performances intellectuelles. Le débat est de savoir s'il faut le considérer comme un aliment ou un médicament. En 1662, le cardinal Brancaccio apporte une réponse, je cite « Qu'il nourrisse, on ne peut le nier, mais il ne s'ensuit pas qu'il soit un aliment. » Le verdict est clair, on peut donc le consommer librement pendant le jeûne du carême, et le clergé de l'époque s'en donne à cœur joie. Plus loin encore, Madame de Sévigné lui assigne des vertus sociales, je cite « Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes. » À la faveur de la révolution industrielle et de l'inventivité des maîtres chocolatiers, le chocolat se métamorphose et se conjugue en toutes les formes. Liquide, à croquer, en barre, en bouchée, en poudre, en gâteau, en glace. Un chocolat, c'est toujours une alchimie gourmande, un bouquet subtil et sensuel pour les papilles, un ravissement d'essence, une explosion de saveurs fondantes, coulantes ou croquantes, un moment divin. Nous souhaitons une longue vie au chocolat et laissons à François de La Rochefoucauld, auteur des Maximes au XVIIe siècle, le mot de la fin, je cite « Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. »